Pardonnez-moi si j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais en fait, l'idée était de démystifier le droit de l'Union et d'une certaine manière de commencer par une levée de préjugés. D'abord parce que j'adore partager cet atlas des préjugés de Yanko Tchetkov, et je crois parfois que quand on envisage le droit de l'Union, on a effectivement des préventions, on ressent des préventions. On entend souvent que le droit de l'Union, c'est une contrainte, que c'est complexe et qu'accessoirement, c'est loin. Mon objectif est de lever ces préjugés et de rappeler, je suis un peu obligée de le faire, même si cela peut paraître un petit peu grinçant, qu'il y a un enjeu professionnel dans le métier à ne pas oublier ce droit, fût-il venu d'ailleurs, fût-il loin, fût-il complexe. Alors, il y a probablement une complexité du droit de l'Union, ce serait être trop européaniste que de la nier. Mais je crois qu'elle se comprend très facilement et qu'une fois qu'on en identifie les causes, on manie très aisément le droit de l'Union au quotidien. C'est ce que j'appelle la logique d'effet miroir. En fait, l'Union est perçue comme une contrainte parce qu'on l'aborde dans une logique verticale, Union-État. Effectivement, le droit de l'Union est une série de contraintes pour les États. Ça, c'est vrai. Et on a souvent tendance à s'arrêter à cela. Or, le droit de l'Union, c'est aussi un formidable levier d'émancipation. D'émancipation par rapport à son droit national, lorsqu'il nous ennuie. Le meilleur juge qui avait compris ça, c'était le juge britannique, qui a fait évoluer le droit, au moins processuel britannique, qui l'enserrait dans un carcan dont il avait envie de se défaire, et le droit de l'Union a été un levier extraordinaire. Donc il y a un effet émancipateur pour les particuliers et pour le juge. Le juge étant tout de même dans une situation un petit peu ambivalente. D'un certain côté, il peut s'émanciper grâce au droit de l'Union, mais le droit de l'Union lui inflige, lui impose également des obligations. Bien, cette complexité, j'ai essayé de vous la présenter avec mon triangle préféré, qui explique vraiment la cause de la complexité. Au tout début, on a les États membres, qui ont créé quoi? Le droit primaire, le traité. Le traité a donné naissance à l'Union européenne, les institutions. À partir de là, dans un dialogue que j'appellerais vertical, entre l'Union, donc Conseil, Parlement, Commission, Commission, Conseil, Parlement, va s'élaborer le droit dérivé. L'élaboration de ce droit dérivé, de manière assez schématique, va obéir à une logique de conciliation des intérêts, intérêts de l'Union, intérêts des États. Là, nous sommes dans une logique très binaire. Cela dit, le droit primaire, comme le droit dérivé, va créer des droits ou des obligations à charge des personnes, l'individu. Et c'est là où le droit de l'Union va devenir de plus en plus complexe, c'est qu'à la croisée de ces préoccupations, d'un côté, l'équilibre entre les États, pour faire très simple au niveau du législateur, l'intérêt de l'individu, il va y avoir des affaires qui vont arriver devant la Cour de justice, et la Cour de justice va devoir établir un équilibre entre ce droit dérivé, voulu plus ou moins par les États, et les droits des personnes, avec aujourd'hui une montée en puissance des droits fondamentaux. Et c'est ça qui peut mener à des situations ou à des argumentaires un peu complexes de la part de la Cour de justice, c'est concilier un droit qui avait été initialement perçu, conçu entre États et institutions, mais un droit qui impacte un tiers à la formation de la norme, qui, pour la Cour de justice, a à peu près autant de poids que l'auteur de la norme. D'accord? Donc, à partir de là, je crois que quand on comprend que c'est un billard à 3 bandes, on cerne mieux pourquoi c'est complexe. Bien. Ceci dit, pour répondre à la question qui nous occupe aujourd'hui, le droit de l'Union et le cadre contentieux,
Moi, je suis convaincue que le droit de l'Union est un argument, un levier utile dans tout ou presque tout dossier. C'est-à-dire, quelle que soit votre spécialité, quel que soit votre terrain de jeu, vous allez rencontrer le droit de l'Union. Presque tout dossier, si on prend les domaines de compétences de l'Union, ils sont immenses. Libre circulation, marché intérieur, services, établissements, consommation, transport, fiscalité indirecte, environnement, énergie, visa, asile, immigration, reconnaissance mutuelle des jugements, mandat d'arrêt européen, etc. Enfin bref, il suffit de prendre le sommaire du traité pour voir que le droit de l'Union est à peu près partout. À peu près partout, mais en fait partout, totalement partout, parce qu'il faut distinguer compétences de l'Union et champ d'application du droit de l'Union. Et je ne résiste pas à vous mettre cette phrase de Lord Denning qui décrivait l'influence du droit communautaire sur le droit anglais. Il parle d'une marée montante qui ne s'arrête pas aux lignes des hautes eaux et finit par évoquer un raz-de-marée qui emporte nos digues et qui, pénétrant à l'intérieur de nos terres, vient submerger nos maisons et nos champs. Il y a un peu de ça en droit de l'Union. Il y a un petit peu de ça en droit de l'Union parce que, au-delà des compétences, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux législateurs européens de légiférer, il faut avoir égard à l'emprise du droit de l'Union, au champ d'application du droit de l'Union, sur des domaines qui ne relèvent pas d'une compétence normative de l'Union. Et en fait, il y a énormément d'activités qui viennent compléter la liste que je viens de vous donner au tout début. Le droit pénal, qui à une époque ne relevait pas du droit de l'Union en 81, a quand même subi l'emprise du droit de l'Union. Ce n'était pas une compétence de l'Union, mais ça subit l'emprise du droit de l'Union, notamment à raison du marché intérieur. Même chose pour la fiscalité directe. L'état civil, le nom et la nationalité des personnes, là on a une jurisprudence énorme liée à la citoyenneté européenne. Il y a même eu une affaire sur quel est le rapport entre un adoptant, même si le terme n'est pas tout à fait adapté pour le régime de la kafala. Est-ce que la personne sous régime de kafala est un membre de la famille du couple? On va vous dire, mais attendez, il n'y a pas de droit civil européen, il n'y a pas d'état des personnes européen, il n'y a pas un code européen là-dessus. Non. Mais il y a un couple avec un enfant sous le régime de kafala qui a circulé au sein de l'Union. Est-ce un membre de la famille ou non? Donc vous voyez, ce raz-de-marée existe et je suis convaincue que dans n'importe quelle activité, vous risquez, si c'est un risque, vous aurez la joie, ce qui est plutôt mon inclinaison, de confronter vos positions au droit de l'Union européenne. Alors, pour utiliser le droit de l'Union, c'est ce que j'appelle la mobilisation. Dans notre trousse à outils, vous avez deux arguments théoriques qui vont justifier qu'un avocat français qui, normalement, dans un contentieux de droit français, va mobiliser le droit de l'Union, c'est la primauté et l'effet direct. Bien, ce n'est pas là-dessus que je vais m'étendre. Ce sont sur les conséquences de la primauté et de l'effet direct. Il découle de la primauté et l'effet direct ce qu'on appelle les invocabilités, c'est-à-dire notre boîte à outils. Il y en a 5, d'inégale importance, qu'à mon avis, il faut connaître toutes les 5 dans les grandes lignes pour choisir dans tel ou tel dossier quelle est la méthode que l'on va utiliser pour se servir du droit de l'Union. Pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que ces invocabilités sont différentes, elles n'ont pas le même effet, elles ne sont pas subordonnées aux mêmes conditions, et, je suis allée trop vite, pardon, elles n'ont pas le même effet, elles ne sont pas subordonnées à la même condition, et du coup, ça dépend de ce que vous voulez faire, dans votre dossier, et peut-être aussi de la manière dont vous percevez la réception de l'argument de droit de l'Union, soit devant l'administration, soit devant le juge national. Bien. L'hypothèse de départ est bien évidemment que vous avez dans un dossier une norme de droit interne dont vous vous demandez si elle ne heurte pas le droit de l'Union, si le droit de l'Union ne donne pas plus de droits à votre client que le droit national. Donc on est vraiment dans une hypothèse de distanciation, compatibilité, incompatibilité, mauvaise application du droit de l'Union par le droit interne, entendu au sens large, jurisprudence, loi, règlement, décret, éventuellement constitution. Alors, l'effet maximal, c'est l'effet de substitution.
L'objectif, ça va être quoi? Ça va être de substituer la norme européenne à la norme nationale contraire au droit de l'Union. Donc là, c'est l'effet le plus intégrationniste qu'il soit, et vous vous en doutez, c'est enfermé, c'est conditionné par un critère fondamental, c'est que la norme doit être d'effet direct, clair, précis, inconditionnel, et reconnue d'effet direct. Ce qui a été reconnu au bout d'un moment clairement par le juge français. J'attire votre attention sur une focale que l'on est obligé de mentionner, c'est la question de l'effet direct des directives, qui existe, mais qui a des conditions supplémentaires aux autres normes de droit de l'Union. Je vous rappelais, il faut que la disposition soit claire, précise et inconditionnelle. Pour une directive, cela ne fonctionne que à l'expiration du délai de transposition de la directive si elle n'est pas ou mal transposée. Et surtout, l'effet direct ne sera possible que si vous avez un contentieux de particulier à particulier. Aucun contentieux avec l'État. L'effet direct, pardon, je crois que c'est l'inverse qu'il faut que je vous dise, pardon. L'effet direct ne fonctionne que dans le contentieux vertical, État particulier, et non pas avec particulier. Les litiges entre particuliers. Sauf que, et aujourd'hui ça fonctionne assez bien, sauf que l'on peut contourner cette limitation de l'invocation d'une directive par effet direct dans un litige entre deux particuliers si l'on parvient à établir que l'élément de la directive que vous voulez avancer rejoint un principe général de droit de l'Union, lesquels sont invocables en toutes circonstances, dans tout type de litige. Donc après, il suffit de farfouiller et de parvenir à rattacher la disposition de la directive que vous jugez pertinente à un PGD. Autre hypothèse très particulière, le cas des directives qui créent des normes techniques, tout ce qui est normalisation. Là, compte tenu de l'obligation de notification des États de leurs normes techniques à la Commission européenne, si ce n'est pas fait, la Cour de justice a sanctionné cette inexécution en rendant la norme nationale automatiquement écartable et la directive directement applicable. Bien. Des effets moindres, mais qui, à mon avis, sont super efficaces. L'effet d'éviction. L'objectif, ça va être quoi? Ça va être d'exclure le droit national contraire au droit de l'Union. Alors là, on ne lui substitue pas le droit de l'Union, donc pas nécessité d'avoir une norme dotée d'effets directs. Même si parfois la Cour le dit, mais ça, on s'en fout, parfois la Cour tricote. Autre moyen de mobiliser le droit de l'Union, c'est celui qui a ma préférence, c'est l'interprétation conforme. L'objectif, c'est d'interpréter le droit national à la lumière du droit de l'Union pour justement résorber l'éventuelle incompatibilité qu'il peut y avoir entre le droit national et le droit de l'Union. Elle n'est pas subordonnée à l'effet direct, cette invocabilité, donc cela peut concerner toute norme. Elle a des limites, évidemment, vous vous doutez bien, c'est toute la logique de l'interprétation conforme. On m'avait dit 15. La logique de l'interprétation conforme, si tout ça vous mène à une interprétation contra legem du droit national, ça ne fonctionnera pas. Alors, pourquoi c'est intéressant? Moi, je trouve ce levier très, très intéressant si on sent que la partie en face est réticente à l'égard du droit de l'Union. Parce que vous n'allez pas lui demander d'appliquer le droit de l'Union. Vous allez juste faire interpréter le droit national et l'honneur est sauf, on applique le droit national. Et face à certaines instances, c'est assez utile d'aller sur ce terrain-là de l'application du droit national tel qu'interprété par le droit de l'Union. Dernière hypothèse, la réparation. La réparation, parce que la méconnaissance du droit de l'Union peut mener à un préjudice au détriment de votre client, et on peut bien évidemment demander réparation. Et là, la Cour est très favorable à la réparation. Elle n'est subordonnée à aucun constat de manquement préalable de l'État, aucun critère d'effet direct. Donc, je vais avancer. Ai-je 5 minutes de plus? Merci. La prévention,
ce n'est guère que pour les publicistes qui voudraient éventuellement attaquer un acte de droit de l'Union avant l'entrée en vigueur d'un texte de droit, attaquer un acte de droit national avant l'entrée en vigueur d'un acte de droit de l'Union, une directive. C'est s'il apparaît que juste avant l'entrée en vigueur de la directive, et notamment l'expiration de son délai de transposition, si on a un acte national qui est radicalement contre la directive peut déjà servir de fondement pour contester un acte de droit national avant le délai de transposition, alors que normalement une directive ne déploie ses effets au contentieux pour le commun des mortels qu'à l'expiration du délai de transposition. Bref, il y a tout un argumentaire, il y a une logique d'argumentaire qui, progressive, on peut commencer par l'interprétation conforme. Si ça ne fonctionne pas, aller sur l'effet d'exclusion. Éventuellement, s'il y a effet direct, demander la substitution du droit national, du droit de l'Union au droit national, et en désespoir de cause, engager la responsabilité de l'État. Donc vous avez deux possibilités, hein, soit faire du pick and choose dans les différentes invocabilités, en fonction de votre objectif, soit dérouler le fil dans toute sa totalité, selon le contentieux. Alors, devant qui vous allez invoquer, alors je n'arrive pas à aller en arrière, c'est pas grave, devant qui l'administration, le juge, véritablement. Donc pour ceux qui sont dans des contentieux qui nécessitent un rapport préalable à l'administration, ne pas oublier que tous ces effets, tous ces leviers, toutes ces contraintes qui pèsent sur l'État français ne pèsent pas que sur le juge, elles pèsent aussi sur l'administration. Et l'on peut tout à fait invoquer le droit de l'Union dans les procédures préalables administratives. Alors sur le renvoi préjudiciel, pourquoi faire ? Le traité prévoit deux hypothèses de renvoi préjudiciel, l'un pour interpréter le droit de l'Union, l'autre pour apprécier la validité du droit de l'Union. Je vais me concentrer sur l'interprétation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'objectif recherché en posant une question préjudicielle, c'est de faire établir l'incompatibilité du droit national avec le droit de l'Union pour déclencher les mobilisations qu'on vient de voir, hein, exclusion, substitution, etc. Bien. Là où il faut faire excessivement attention, c'est qu'il ne faut pas formuler la question sous l'angle de la compatibilité. Parce que la Cour de justice n'est là pour intervenir que dans un cadre factuel et réglementaire délimité. Et elle, son job, c'est d'interpréter le droit de l'Union. Alors attention, personne n'est dupe. On sait très bien que la conséquence ultime, c'est évaluer la compatibilité du droit national avec le droit de l'Union. Mais en toute logique, on ne saisit la Cour que d'une question d'interprétation du droit de l'Union. La Cour va interpréter. Cela revient au juge national qui va ensuite en tirer les conséquences. Alors quand la Cour est clémente et que la question est mal formulée, elle va la reformuler. Évitons de parier sur la bienveillance de la Cour. À ce niveau-là, restons sur le terrain de l'interprétation. Alors, mince, on peut revenir 2 fois en arrière. Merci. Non, c'est bon. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est il faut lever les obstacles. Lever les obstacles parce qu'il peut y avoir des réticences à l'égard du renvoi préjudiciel. La procédure est excessivement longue. Excessivement longue. On essaye de la réduire, mais ça ne marche pas complètement. Il faut dire au juge national qu'il n'y a aucune crainte à son égard. Le délai de renvoi préjudiciel n'est pas décompté du délai raisonnable qui générerait une violation du délai raisonnable dans l'activité de juger, etc. Alors je suis d'accord, pour le client, c'est moins facile de lui dire, écoutez, on en prend pour 18 mois supplémentaires. Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, le juge ne peut pas se fonder là-dessus pour dire, non, c'est problématique. Après, on en parlera si vous le voulez, il y a énormément de mécanismes d'accélération de la procédure dans le règlement de procédure de la Cour de justice. Il faut les demander, les justifier, etc. Mais cela permet, alors comme le temps, j'ai mal calculé mon temps, pardonnez-moi, je vais avancer là-dessus.
Autre obstacle qui pourrait vous être opposé, c'est l'effet suspensif du renvoi. Que fait le juge pendant l'effet suspensif du renvoi? Là, un arrêt du mois dernier, la Cour de justice dit très clairement que le juge de renvoi, s'il a besoin de diligenter des actes pour travailler, etc., il peut tout à fait le faire. Ce qu'on lui demande, c'est de préserver toute la partie liée à la question préjudicielle. Donc pour lui, son dossier n'est pas complètement bloqué. S'il doit mener des actes de procédure, il peut le faire, à condition de ne jamais hypothéquer les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice. Ensuite, une autre difficulté à laquelle on peut être confronté, c'est l'obligation ou la faculté de renvoi. Le juge, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, à la faculté, le juge dont les décisions sont non, décidément, je vous mets tout à l'inverse aujourd'hui. Lorsqu'il n'y a pas de recours possible, faculté. Lorsque le juge statue et que sa décision n'est pas susceptible de recours, il y a une obligation de renvoi. Bien. J'attire votre attention sur un élément qui peut être utile lorsqu'on sent une certaine prévention à l'égard du renvoi préjudiciel. Si la CEDH n'a absolument pas créé de droit à la question préjudicielle, il n'en reste pas moins qu'elle exige des juges nationaux qu'ils motivent et dûment leur refus de poser une question préjudicielle. D'accord ? Parce qu'il y va quand même de l'intérêt de la justice. En réalité, quel sera votre job? C'est d'aider le juge national à cerner l'utilité de poser une question préjudicielle, fondamentalement. Donc, alors ça, je vais zapper, on y reviendra plus tard si c'est utile. Le juge, lui, il est tenu de poser à la Cour une question claire et précise. Nous, pour l'inciter à poser cette question claire et précise, et pour l'inciter à voir l'utilité du renvoi préjudiciel, il suffit de lui montrer où est le hiatus entre droit de l'Union et droit national, lui proposer plusieurs interprétations, ou lui proposer votre interprétation, mais si vous voulez, lui donner tout le spectre de la difficulté, ce qui l'aidera, lui, à poser la question préjudicielle la plus pertinente. Je m'en arrête là, et si on a quelques instants après, je vous montrerai, parce que les sites sont remarquablement bien faits, comment se servir d'Eurlex et surtout de Curia pour trouver l'arrêt pertinent sur votre question.